Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses qui fait parler les femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Rotellené qui a créé La Mauvaise Réputation, un site de mobilier et décoration qui suit son petit bonhomme de chemin et propose des pièces uniques. Après une carrière en agence de publicité et un passage par la peinture artistique, Stéphanie se tourne vers la restauration de meubles. Pour elle, pas de hasard dans la vie, les choses arrivent quand on s'autorise à croire en ses projets. Bonjour Stéphanie, donc tu as créé la marque La Mauvaise Réputation. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, bonjour Cindy. Alors moi j'ai un site de mobilier et de décoration donc, qui s'appelle La Mauvaise Réputation. Ouais. Je l'ai monté en 2009, ce site. Enfin ça a commencé par un petit blog, mais maintenant c'est un site marchand. Ouais. Je restaure et je donne une seconde vie à des meubles. Donc ce sont que des pièces uniques, c'est le but. Et ça m'a amené aussi à faire pas mal de conseils en déco. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais avant de créer ce site ? Alors, j'ai fait plein de choses, toujours dans la création, parce que c'est toujours ce qui m'habite, on va dire, ce qui me plaît. Et j'étais directrice artistique en agence de publicité au tout début. Je faisais des campagnes pub, télé, presse, affichage. D'accord. Et après, j'ai fait de la peinture. Après, j'ai monté La Mauvaise Réputation, qui au début s'appelait Madame Labroque, qui était très axée brocante et qui peu à peu, au fil des années, s'est transformée pour vraiment devenir une offre de mobilier et de décoration très ciblée et avec des pièces très travaillées, très retravaillées. Donc à la base, toi, tu as une formation de graphiste ? Exactement, j'ai une formation de directrice artistique, de graphiste. J'ai une formation pour encadrer des prises de vue photos, pour faire de la mise en page, pour créer des logos, pour briefer des photographes, etc. C'est ça mon métier. Ça vient probablement de là, ton envie de restaurer des meubles, enfin de faire un travail peut-être plus créatif qu'en publicité ou en agence de communication ? Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont amenée à ça. D'abord, au bout de 7 ans en agence de pub, c'est vrai que j'avais envie un petit peu de passer à autre chose. C'est très, très rigolo quand tu es jeune, parce que maintenant, je suis très, très vieille, j'ai 42 ans. Ah oui. Donc, c'est sympa quand tu es jeune. Après, un peu moins quand tu as des enfants et une vie de famille. Ouais, le rythme est difficile, hein. C'est vrai que c'est très speed. Le rythme est assez chaud et c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup libre, mais bon, ça, j'en ai pas tellement. J'ai pas tellement souffert du peu de créativité en agence. D'accord. Mais c'est surtout, j'ai dû me remeubler moi à pas très cher et du coup, j'ai acheté des choses, j'ai chiné beaucoup et j'ai retapé quelques meubles parce que je le faisais déjà pour moi à titre privé que j'ai vendu et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande. Beaucoup de gens mais des meubles rénovés, restaurés, mais savaient pas le faire, avaient pas la place, avaient pas la technique. Comme moi, ça me passionnait. J'ai toujours été à fond déco, magazine déco, etc. Ah oui. Je me dis, eh bien, essayons de faire ça, ça peut être sympa. D'accord, mais alors du coup, c'est un travail qui est beaucoup plus manuel, hein, j'ai envie de dire, que le travail de graphiste sur logiciel. Comment tu as appris les techniques pour restaurer, rénover des meubles ? Alors, ouais, pour répondre à ta première question, en fait, c'est vrai que mon ancien métier de graphiste et de directrice artistique m'a beaucoup servi quand j'ai monté La Mauvaise Réputation. D'abord parce que l'outil informatique n'était pas quelque chose d'abstrait pour moi, donc tout ce qui est prise de vue photo, j'ai pu tout de suite prendre des photos des meubles que j'avais restaurés, les mettre en page, les mettre sur un blog. C'était assez facile, on va dire, faire ma petite carte de visite, tout ça, je pouvais le faire moi-même sans avoir à demander à d'autres personnes. C'est plutôt pratique quand tu veux te lancer. C'est plutôt pas mal parce que quand on se lance, c'est voilà, autant profiter des choses qu'on connaît déjà. Et après, pour toute la partie technique et rénovation de meubles, moi je suis d'une famille de chineurs et de bricoleurs. Mon père bricole beaucoup. J'ai toujours restauré des meubles en fait. J'ai jamais été meublée, enfin peut-être le premier appart, 2-3 tours CD horribles qui venaient d'un géant suédois, mais sinon quand même très axé récup et déco. J'ai toujours été très mix and match dans ma déco perso. Ouais, d'accord. Avec des pièces un peu de designer si on pouvait, et puis des pièces très récupérées, repeintes, etc. Donc depuis toujours, j'avais été formée à comment tu nettoies un meuble, comment tu le restaures, plus ou moins par mes parents. D'accord. Et tout ça, techniquement parlant, ça m'a servi. Et surtout, après, tu apprends tous les jours. Ça fait 9 ans, bientôt 10 ans que j'apprends encore plein de nouvelles techniques.
quand tu dis que tu t'es meublé avec des meubles du coup chinés, est-ce que au départ c'était d'un point de vue économique ou alors après c'était vraiment par goût de la déco, justement trouver une déco un peu différente de ce qu'on trouve ailleurs et puis t'approprier des meubles qui te plaisent mais finalement qu'il fallait un petit peu restaurer pour qu'ils s'adaptent à ton intérieur? Alors au début, pour le premier appart, c'est clairement pour des raisons économiques. Pour avoir des petits meubles sympas dans une cuisine, c'est quand même beaucoup moins cher de tout redécorer à sa sauce. Eh oui, tout à fait. Surtout quand tu aimes les meubles et que tu aimes un peu aussi l'histoire qu'il y a derrière. Exactement. Vraiment les deux et surtout une envie d'avoir un appart personnel avec un goût très prononcé, on va dire, et des pièces vraiment uniques. Je suis vraiment branchée à fond sur tout ce qui est artisanat, pièces uniques, des choses que personne n'ait le même appart. C'est vrai que là, on est sur une tendance du vintage depuis pas mal de temps. Tu arrives encore à trouver des meubles chinés pas très chers, des meubles aussi un peu originaux, parce que maintenant, on voit tout le design des 70 revient vachement à la mode. Est-ce que tu arrives à trouver des choses qui sortent un peu de l'ordinaire ? Alors, moi, logistiquement parlant, je travaille toute seule. Donc, je restaure les meubles, je les prends en photo, je reçois les clients, je fais les colis, etc. Donc, du coup, j'ai pas un énorme besoin. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de trouver, on va dire, 15 meubles par semaine. D'accord. C'est quand même très long. Chaque pièce, je reste très longtemps. Je suis ultra maniaque. Donc, je passe beaucoup de temps sur chaque meuble. J'ai pas besoin d'avoir énormément de meubles. Donc, je trouve encore largement ce que j'ai envie. Oui. Et surtout, je prends que des choses qui me plaisent, que plus particulièrement assez différentes. C'est-à-dire que je suis pas trop attirée par la tendance scandinave quand on voit que ça. Je cherche toujours à avoir des pièces un peu différentes, un peu plus pointues. C'est vraiment, je vois les pièces et ce que je peux en faire, comment je peux les transformer. Et c'est forcément vers ces pièces-là que je vais être attirée plus que par un meuble achat-revente. Ça m'intéresse pas. D'accord. Donc tu te laisses inspirer par un meuble. Quand tu le vois, tu te projettes, tu te dis qu'est-ce que je pourrais faire. Il me plaît, je le trouve un peu décalé, un peu bizarre, parce que c'est ça aussi le base du site, qui s'appelle La Mauvaise Réputation. C'est vraiment l'idée de suivre son petit bonhomme de chemin. Ouais. Donc c'est bien sûr que je suis influencée par toutes les tendances, etc. Parce que j'ai lu beaucoup de magazines de déco, mais pour autant j'essaye d'avoir un coup de cœur pour un meuble et que ce soit une vraie histoire et pas que ce soit quelque chose dans la tendance. Et en tout cas pas d'achat juste pour revendre, très 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 peu. D'accord. Et du coup apporter ta touche personnelle et créative, quoi. Voilà. Comme je vais aller vers des meubles qui sont pas forcément recherchés, des commodes un peu plus travaillées, un peu plus classiques que je vais un peu switcher, j'arrive encore à en trouver. Après, c'est pas forcément pas cher. Bon, il faut les clients qui suivent derrière et qui se rendent compte du boulot qu'il y a derrière. Donc non, ça, au niveau fourniture, j'ai pas de soucis. D'accord. Et tu chines où alors, un petit peu partout, les puces, les petites brocantes parisiennes, les vides-greniers? Exactement. Alors les puces, évidemment, je vais pas à Saint-Ouen. Je vais un peu aux puces de Vanves parce que j'habite pas très loin. Bien sûr, je chine chez les particuliers, sur le Bon Coin, dans des dépôts ventes, chez Emmaüs, partout. En fait, et bouche à oreille, ça fonctionne aussi? Je sais pas, si quelqu'un déménage, par exemple, une vieille maison qui a vidé, ou est-ce que c'est déjà arrivé d'aller voir un peu? Non. Je suis très très mal à l'aise par rapport à ça. Oui, non, mais voilà, après c'est une démarche. Donc, moi je le faisais parce que tu sais, quand ma mère était agent immobilier et du coup souvent elle revendait des maisons comme ça où il y avait tout dedans et moi je collectionnais les vieilles pendules. Et du coup, elle demandait, elle disait, mais votre pendule, est-ce que du coup... Ah, c'est génial. Mais, oui, voilà, du coup, ça a bien agrandi ma collection. Ah, c'est top. Non, après, j'ai des gens qui me proposent des choses aussi. Voilà, je reçois des propositions de gens. Non, j'arrive quand même pas mal à trouver des choses. Enfin, assez pour moi, la capacité que j'ai à restaurer. Enfin, ce que tu me dis, c'est que tu restaures un meuble par semaine à peu près? Ouais, tout dépend de la taille du meuble en fait. Un gros meuble, oui, ça prend au moins une semaine. Après, je fais pas que un meuble pendant une semaine parce que le temps que ça sèche ou que la peinture sèche ou voilà. Donc j'ai toujours plusieurs choses en même temps. D'accord, oui, c'est ça. Tu as toujours des temps d'attente qui fait que tu dois être sur un ou deux projets en même temps. Ouais. J'essaye de faire un peu plus qu'un meuble par semaine. Et puis j'ai des petites créations perso aussi, des petits tabourets perso que je fais, là qui sont entièrement fabriqués, pareil tout en France par des artisans français. Ouais. Ça me permet de pouvoir faire des choses en plus. C'est-à-dire que pendant que le ferronnier fait, ses structures ou que la couturière coud les assises, moi, je fais un meuble. Voilà, je travaille toute seule, mais j'essaie de faire bosser pas mal d'artisans. Oui, j'ai vu, c'est les petits tabourets avec du tissu en wax, hein, c'est ça? Alors, tissu wax, tartan, à fleurs, un peu tout ce qu'on veut. C'est les petits tabourets Shopee, oui.
Ouais, c'est ça. Et j'ai vu aussi tes chaises avec des cartes du monde, des vieilles cartes. Oui, des cartes anciennes. Ouais. Ça te prend du temps à faire des chaises comme ça? Je l'ai fait, soit je l'ai fait avec des cartes que j'ai, soit je l'ai fait carrément sur commande. Donc ouais, ça prend pas mal de temps parce que du coup, quand on me dit tiens, tu peux trouver la mode Beuvron, faut que faut que je trouve la carte où il y a la mode Beuvron pour après pouvoir Ah oui. la fixer sur la chaise. Dont je me remets pas parce que je pensais pas du tout trouver une carte avec la mode Beuvron. Mais tu l'as trouvée? Et je l'ai trouvée et j'étais hyper contente. Donc voilà, j'étais très contente de trouver la carte avec la mode Beuvron et de pouvoir la fixer sur la chaise. Enfin, ça prend pas mal de temps parce qu'il y a 3 couches de vernis. Oui, un temps de séchage aussi. Voilà. Et puis comme la structure est pas neuve, il faut quand même pas mal la nettoyer, la restaurer, etc. Donc enfin, tout prend du temps en fait. Hein. À partir du moment où c'est un peu pointilleux, ça prend du temps. Ouais, ça fait partie de ces travails où il faut apprendre la patience. Où enfin, on n'est pas justement dans la performance, la vitesse. Enfin, comme beaucoup de jobs justement quand tu étais en agence où il fallait aller très très vite. Là, t'es passé dans le slow working quoi, où justement tu prends le temps de faire des choses et le slow design. Design, voilà. Je suis à fond dans les tendances actuelles. Oui, ouais, c'est vrai. Complètement, en fait, par rapport à avant, c'est pas le même rythme, quoi. C'est vrai que c'est pas le même rythme que les agences de pub. Après, je travaille encore plus qu'avant, ce qui est un peu con. Donc, mais au moins, j'ai la chance de pouvoir travailler chez moi parce que mon atelier est à la maison. Donc ça, c'est un énorme luxe. Ce qui fait que s'il faut réviser la physique-chimie en même temps, je peux le faire. Ce qui est quand même pas mal. Ouais. Je peux sortir le chien, mettre une lessive. Eh oui, non, mais bien sûr. Et puis recevoir un colis, voilà, c'est quand même pratique. Comment tu as pris la décision en fait de quitter ton job en agence de pub pour créer ton entreprise? Alors en fait, moi je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, tout est un peu destin. Donc j'ai pas vraiment décidé de quitter mon job en agence de pub. Juste, j'ai fait une fille et on m'a expliqué que c'était dingue comment j'avais pu faire un enfant. Donc là, en agence de pub, c'est ça? Mais comment tu peux avoir un enfant et travailler en agence? Mais je ne comprends pas. Tu es jeune, c'est incompatible. Comment as-tu fait? Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah tiens, je faisais déjà pas mal de peinture, en fait, peinture artistique. Je me suis dit, tiens, c'est le bon moment pour essayer de se lancer, quoi. Donc, je pense que c'est surtout, il faut être pas mal inconscient, pas mal motivé, mais surtout complètement inconscient pour dire, bah, allez, vas-y, ça me saoule, allez, je fonce, j'y vais. Et surtout, il faut y croire. Donc, j'ai tout plaqué pour me dire, tiens, je vais faire artiste peintre. C'était le bon moment pour faire un virage professionnel. Mais j'ai pas quitté les agences, en fait, pour faire mon métier de rénovation de meubles. J'ai quitté les agences pour faire de la peinture, chose que je faisais déjà beaucoup à côté. Alors, c'est-à-dire de la peinture... La peinture d'étoiles, en fait. Étoiles, d'accord. Ouais. Et que tu as exposé, revendu. Ouais, ça a super bien marché. Après, c'est ça la magie, c'est un peu complètement inconscient de se dire tiens, je vais quitter un boulot super bien payé pour faire de la peinture. Et en fait, ça a bien marché parce que quand on y croit, quand on est motivé, quand on bosse, voilà, les choses arrivent. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément inconscient, c'est surtout confiante, quoi. Ouais. Tu es partie en te disant pourquoi ça marcherait pas, quoi. Voilà. Et puis après, la vie fait que je suis assez, je reste toujours dans un même milieu, c'est-à-dire, j'ai pas la prétention de dire que j'étais une grande artiste peintre, ça reste quand même de la déco. C'est toujours ça tourne toujours autour de la même chose, en fait, de la même passion. Et du coup, ça a dévié sur les meubles et puis des meubles. Maintenant, carrément, on conseille aussi déco, mais c'est toujours, en fait, je fais toujours la même chose depuis le début. Je suis toujours dans Marie-Claire Maison et dans Home Déco et dans Elle Déco, AD et compagnie. Quand je faisais de la peinture, j'achetais déjà ces magazines de déco pour voir les tendances des couleurs. Et c'est juste comme une sorte d'évolution, en fait. C'est ça. Chaque métier m'a amené au métier suivant. À ce que tu fais aujourd'hui. Et ça t'arrive alors de faire des peintures artistiques sur des meubles? Ouais, j'ai tu vois, de mixer un peu les deux. J'ai fait ça, ouais. Mais c'était pas... C'était pas réussi, forcément. Ouais. C'était pas très concluant.
Mais ouais, j'avais fait des petits essais un peu assez graphiques avec des vieilles techniques de vidéoprojection et tout. C'était assez rigolo. Ah ouais. Voilà, faut tester. Faut tester, faut y croire, faut y aller. Et ça peut que marcher quand on y croit. Avant de créer ton entreprise, tu connaissais déjà la création d'entreprise? Tu avais déjà fait des démarches? Alors, à proprement parler, non. Après, j'étais à la Maison des artistes. Oui. Quand même pas vraiment un statut d'entrepreneur. Non, en plus, moi, je me suis lancée en 2009. J'ai monté on va dire, la vraie entité en 2009, parce que j'avais commencé un petit peu avant, mais il n'y avait pas vraiment de site rattaché. Donc, non, je n'ai pas eu aucune aide. C'était vraiment le début des auto-entrepreneurs. J'ai une copine avocate qui m'a écrit les conditions générales et voilà, Oui. après le reste, je l'ai fait à la mano, toute seule. Je crée mes articles. Au début, c'était un petit blog. Donc, quand il y avait 10 visites, on était hystéro. Ouais, 10 visites. Ouais, il y a 10 personnes. Comment sont-elles arrivées sur le site? Truc de dingue. Et puis maintenant, ben voilà, c'est beaucoup plus gros. Mais c'est toujours assez magique. D'avoir une nouvelle commande et voilà, et heureusement en fait je me suis lancée pile au bon moment où internet permettait de créer sa boîte. J'aurais pas pu le faire 10 ans avant. Eh oui, ouais. Il n'y avait pas de boutique en ligne, il n'y avait pas de statut auto-entrepreneur, ça aurait été toute une usine à gaz. Là, j'avoue que j'ai pas eu de difficulté en fait, hein. J'ai fait tout le plus simple possible. Oui, tu as des outils maintenant qui sont hyper intuitifs. Tu peux vite monter ton site, faire du paiement en ligne et puis rédiger tes articles et te faire connaître uniquement sur Internet, quoi. Voilà. Donc après, bien sûr, c'est énormément de boulot, hein. J'insiste. Si tu veux arriver à en vivre, parce que moi l'idée c'est d'en vivre quand même. Voilà, j'ai pas de rente annuelle, mais donc vraiment d'en vivre, c'est pas un complément de revenu. Je fais pas autre chose à côté, c'est vraiment mon boulot à temps plein. Donc c'est énormément de travail. Mais après c'est une liberté. C'est surtout ça en fait. C'est une liberté de choix, de travail. Ça fait 10 ans que j'ai pas une même journée. En échange, je bosse 7 jours sur 7, j'ai pas de week-end, j'ai pas de vacances. Mais quand c'est un métier passion, voilà, c'est génial. Moi, mon mari, il me dit souvent, mais décroche et tout, mais en fait, j'ai pas l'impression de bosser. Oui, j'ai l'impression de bosser quand je suis en train de poncer un meuble qui est tout crado et je me dis, mais pourquoi? Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de poussière? Mais pourquoi en fait? Mais après, quand je vois le résultat, c'est tellement gratifiant que c'est tout de suite oublié. Et puis le côté Chine, aller chiner, pas savoir ce que tu vas trouver, c'est une sorte de chasse au trésor. Et tout bah c'est ça, c'est la quête de la pépite, hein. Ouais. Exactement. Donc c'est juste le meilleur métier du monde si tu acceptes de pas avoir d'horaire et d'être à minuit sur le bon coin dans ton lit. C'est ça. Et ça t'est arrivé parfois de te dire oh là là, j'en ai marre, j'ai besoin de plus de stabilité, d'un salaire fixe, de voir à plus long terme, de prendre des vacances, je reprends un métier de salarié. Alors en fait, tout le temps, je me remets en question beaucoup. Donc j'ai toujours peur de ce qui va se passer demain. Est-ce que je serai encore là? Est-ce que ça va vendre? Je suis tellement bien et j'ai arrêté de travailler à proprement parler dans un cadre classique d'entreprise en 2003. Ouais, ça commence à faire quelques années. Ouais. Donc ça fait 16 ans. Donc là, je suis beaucoup trop installée dans l'entrepreneuriat et dans l'indépendance pour pouvoir retourner, je pense, dans un cadre. Un cadre trop rigide. Très, 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 très compliqué. Donc, plutôt que les jours où je panique vraiment en me disant, mon Dieu, mais comment on va faire? C'est pas possible, c'est la cata, etc. Je cherche plutôt d'autres débouchés. Oui, où tu garderais ta liberté. Voilà, où je garderais ma liberté. Et après, s'il faut le faire, je le ferai, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer. Pour moi, c'est un peu l'emprisonnement, plus qu'un apaisement. Ouais, je comprends. Je préfère l'insécurité de ne pas savoir si tu vas être dans le rouge ou pas le mois d'après que de retourner bosser. À la fois, je suis hyper angoissée et à la fois, c'est vrai que quand tu y crois, et ça arrive,
il y a toujours un truc qui fait que bam, au moment où tu en as besoin, il y a ton mail qui sonne et qui te dit bonjour, voilà, je voudrais vous prendre tel truc, ou on envisage une collab, ou voilà, des trucs, des nouveaux projets hyper excitants. Donc tu veux dire, si on reste confiante, ça peut très bien se passer, quoi. Ouais, et moi je pense que quand tu es passionné et que tu bosses, après c'est comme ça que j'ai été élevée, tout est possible. Du coup, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que tu as créé La Mauvaise Réputation, Madame Labroque en premier. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Non, je crois pas, parce que je suis très intuitive, mais aussi c'est aussi le métier de la création qui fait ça, parce que c'est ça mon ADN, la création. Ouais. Il n'y a pas grand-chose que je modifierais, parce que la vie a amené les choses à évoluer, et en fait, par exemple, au début, j'avais beaucoup plus d'objets de brocante que je restaurais beaucoup moins. Après, j'ai compris très vite que si je voulais continuer d'exister, c'était plus justement parce que moi, je pouvais amener. Donc, c'était bien justement de restaurer les meubles, etc. Donc, tu apprends au fur et à mesure de ton chemin, et il n'y a pas grand-chose que je changerais. Oui, et puis le fait d'écouter son instinct, tu as eu l'impression quelque part de prendre la bonne direction à chaque fois, quoi. Même si tu as eu des obstacles. Oui. Quand tu te trompes, c'est jamais... bien sûr, ça peut être grave, mais c'est toujours pour apprendre, finalement. C'est tous les trucs que j'ai faits et que je regrette maintenant. Ça t'a enseigné des choses, en tout cas, et ça t'a permis de grandir. J'ai rencontré des gens qui peut-être m'ont apporté des choses. Voilà, donc il n'y a jamais vraiment rien qui est complètement perdu. Au départ, quand tu t'es lancée, tu en as parlé autour de toi, je suppose. Comment l'idée a été accueillie que tu montes ton projet comme ça? Mais ça va pas la tête. Ah, carrément. Mais, je ne comprends pas, mais pourquoi tu ne retournais pas en agence de publicité? Alors, ça venait de qui ces peurs, on va dire? C'est très familial. Les peurs, après... Mes parents étaient très angoissés que j'arrive pas à gagner ma vie. Je pense c'est normal. Après, ma mère, elle a toujours été à fond, à chiner pour moi quand elle pouvait. Donc voilà, c'était des conversations à non plus finir de j'ai trouvé ça, je te le ramène, etc. Donc, c'était plutôt sympa. Surpris au départ, mais finalement tout le monde a compris que tu voulais réaliser aussi ta passion, quoi. En tout cas, ma mère, elle était à fond. Et après, les autres, je sais pas. Et puis, en fait, je me fous un peu. Oui, c'est ça. Comme tu dis, tu as suivi ton instinct et tu t'es pas trop préoccupé des autres. Exactement. Parce que je pense que ça passe très, très vite. On n'a qu'une vie. Et c'est important d'en profiter, surtout quand on a des métiers qui sont hyper chronophages. À un moment donné, je donnais des cours dans une école de décommerce. Et j'ai compris très vite que si je voulais que le site décolle, et moi j'étais juste intervenante en fait à la chambre de commerce. D'accord. Et par exemple une semaine par mois ou 15 jours par mois, j'ai compris très vite qu'il fallait que je fasse ça à 100%. C'est vrai que c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre et que les gens autour, en tout cas la famille, peut ne pas comprendre, parce que c'est assez confort de te dire tu gardes ça, au moins ça te fait une petite rentrée. Moi je pars du principe que quand tu fais un truc, tu le fais à fond, donc voilà, à fond. Donc tu t'es lancée à fond, quoi. Ouais. Et alors, comment tu as réussi au départ à te faire connaître? Donc, tu me dis que tu as beaucoup utilisé, alors tu avais un blog, les réseaux sociaux. Comment tu as fait connaître ta marque? En fait, au début, j'ai regardé 2-3 blogs qui existaient pour voir un peu comment c'était présenté. Je me suis inspirée de ça. Le fait de prendre un blog qui existe, je crois que j'étais sur Overblog, je crois, au début. Ouais. Permet d'avoir un certain référencement. Donc là, tu trouves déjà quelques clients qui recherchent. Et surtout en 2009, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde qui faisait ça. Donc, donc on te trouvait beaucoup plus facilement. Voilà. C'est le revers de la médaille d'Instagram maintenant. C'est-à-dire que ça te permet d'être très connu, mais à la fois, il y a tellement de monde sur Instagram que tu es moins... c'est la jungle. Tu prends moins du follow-up. Voilà, j'avais une page Facebook et puis après, je l'ai fait vraiment de manière très papier. J'ai envoyé des dossiers de presse aux journalistes d'éco, des mails aux journalistes d'éco, aux photographes, voilà, à l'ancienne.
Et tu as eu des retombées, du coup? Ça a bien donné? Oui, j'avais eu des petits articles de presse. Petit à petit, en fait. Ça booste ça aussi quand tu as des résultats comme ça, quand tu vois Ouais, qu'on parle de toi et tu dis, bon, bah, enfin, tu prends confiance, j'imagine aussi. oui, ouais, non, c'est assez génial. Et puis après, bah, tout de suite, peut-être un an après, j'ai dû monter le site. Donc, pareil, c'est une autre excuse pour recommuniquer. Puis toujours avec la page Facebook, etc. Et puis une personne apporte une autre personne. Les clients sont des bons vecteurs aussi de communication. Et puis après 2012, Instagram, la révolution des réseaux. Ça existait avant Instagram, mais ça a vraiment Ouais. pris de Alors l'ampleur en 2012, ouais. moi, je m'y suis mis un peu tard parce que je m'y suis mis qu'en 2012. C'est un an trop tard. Un an avant, j'aurais beaucoup plus de followers. C'est déjà énorme. Oui, puis c'est tellement facile maintenant, enfin, de communiquer sur Instagram, de vendre, de te créer une communauté. Voilà, c'est un énorme réseau de distribution et à la fois de rencontres aussi. Très chronophage aussi, mais c'est vraiment sympa. Et oui, c'est ça. C'est que c'est pareil, les réseaux sociaux, il faut y passer un peu de temps, quoi. Exactement. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur cette aventure entrepreneuriale depuis le départ, une chose qui t'a marqué particulièrement? Au niveau physionomie, je suis assez nulle. Et une fois, je reçois un mail d'un certain Benjamin qui venait acheter quelque chose à la maison et donc il arrive, il regarde ses trucs, etc. Enfin, l'article qu'il venait chercher. Et moi, je suis assez curieuse et pas du tout bavarde, comme tu peux le constater. Du coup, je lui dis alors, qu'est-ce que vous faites, etc. Et il me dit, bah, je fais de la musique et tout, etc. Ah ouais, machin, c'est cool. Et quel style? Ah bah de la soul, machin et tout. Et là, soudainement, dans ma tête, je revois son mail et en fait, c'était Ben, l'oncle Soul. Ok. Ah, c'est bien, et alors ça marche, votre musique et tout, voilà. Donc c'était il y a longtemps. Super, ouais. Non, mais belle rencontre, hein, du coup, c'est chouette. On n'avait absolument pas du tout reconnu nous. Ouais. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui viennent à ton atelier, du coup, enfin, quand ils viennent chercher des meubles, simplement, mais après, tu n'as pas de showroom ou... Non, alors j'ai pas de showroom, mais par contre, si tu veux voir un meuble, tu peux venir le voir à la maison. D'accord. Parce que mon atelier est à la maison. Et ouais, il y a pas mal de gens qui viennent. Mais justement, c'est ça qui est hyper sympa, c'est que les gens ils aiment voir que c'est pas du tout le site est pas du tout que commercial. C'est-à-dire que moi, je suis meublée exactement pareil que ce que je vends. Ouais. Et t'habites à Clamart, hein, c'est ça? Alors en fait, c'est pas très connu Clamart, mais c'est quand même juste à 7 minutes de Montparnasse. Oui, non, mais ça va, ouais. C'est super accessible. Et bientôt on a le métro et tout, et puis il y a Uber. Donc après, il y a des Parisiens qui viennent pas, mais j'ai pas mal de transporteurs parce que de toute façon, je vis partout dans toute la France et en Europe. Pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des femmes qui, comme toi, aimeraient se lancer dans la déco, dans la restauration de meubles? Est-ce que tu les encourages à le faire? Alors, je vais revenir un peu sur ce que je te dis depuis le début, c'est-à-dire, faut aimer bosser, quoi. Donc, faut aimer bosser, ouais. ça, je pense vraiment qu'il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire qu'il faut aimer être seul, parce que moi, je m'entoure beaucoup d'artisans, de copines qui ont d'autres marques, avec qui je vais déjeuner, etc. Donc, j'ai à la fois mes copines créatrices avec qui j'ai essayé de me faire un déjeuner par semaine pour pouvoir garder un peu le contact et sortir de l'atelier. Bien sûr, oui. Et puis, je bosse avec pas mal d'artisans. Donc, je vais voir le ferronnier, je vais voir le tapissier, je vais voir la couturière, etc. Donc, tu rencontres quand même du monde, mais pour autant, la majeure partie du temps, tu es tout seul chez toi. Donc, déjà, faut pas être en souffrance d'être tout seul, de travailler tout seul. Parce qu'au début, quand ta marque, tu viens de la monter, tu vas pas avoir 15 000 associés ou assistants, etc. Donc déjà, faut pas avoir peur de la solitude. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, j'aime beaucoup être au calme, me retrouver à l'atelier. C'est là où je peux me poser, avoir des idées. J'adore ça. Et le second truc, c'est qu'il faut être à fond, quoi. Et oui, de toute façon, quand tu travailles 7 jours sur 7, il faut, comme tu dis, il faut être passionné. Il faut mais après, si j'ai besoin de pas bosser un jour, je peux le faire aussi. Donc, c'est ça qui est génial. Ouais. Et puis après, je travaille 7 jours sur 7, mais pas H24 non plus. Oui, voilà, c'est ça, pas à fond non plus. Et puis, tu as des temps pour toi aussi. Et puis, tu t'accordes aussi du temps pour être inspiré et pour réfléchir. Le premier conseil, c'est d'y croire et de bosser beaucoup. Et après, ça marche. Et alors, est-ce que tu aurais un podcast, un film ou un livre à conseiller, toi qui t'as inspiré en fait et qui t'a un peu boosté en fait dans ta création d'entreprise?
À titre perso, moi, il y a tout qui m'inspire. C'est-à-dire que je suis une boulémique de magazines de déco, de Pinterest, d'Insta. Bien sûr, je passe ma vie sur Instagram à regarder. Et les réseaux sociaux, c'est une belle source d'inspiration. Même Pinterest, il y a des jolies choses à voir. Je suis à fond sur tout ce qui est artisanat, les céramistes, les créatrices, les peintres, les artistes peintres, bien sûr, les sculpteurs. Donc je suis les photographes. Oui, tout l'univers artistique en fait va t'apporter, va te nourrir. La création, tout. Si je vais dans un resto, je regarde comment c'est décoré, tout, même le cabinet du dentiste. Tu prends des photos parfois s'il y a un truc qui te plaît Bien sûr, je prends tout le temps des photos. Je prends des photos d'articles que je lis, des captures d'écran si je vois des choses qui m'inspirent, des couleurs, des teintes. Et voilà, tu te laisses inspirer au quotidien. Je suis une grosse éponge en fait. Bien sûr, je vais à Maison et Objets 2 fois par an. Et tout ça, en fait, ça te nourrit sans que tu t'en rendes compte. Et tu te dis, tiens, je vais faire un meuble terracotta. Je ne sais pas pourquoi. Je suis Et puis, des fois, tu te dis, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu une petite idée à la con, parce que j'aime beaucoup avoir des petites idées à la con, comme par exemple transformer les petits schtroumpfs qu'on avait dans les années 70 en petites patères déco. Et d'un coup, j'ai une petite idée à la con comme ça, et je suis contente. Et t'es contente, qui est pas trop cher et qui est originale. Création, et voilà, je suis à fond sur le truc, et c'est ça qui donne la pêche, quoi. Ouais, carrément. Qui booste tes journées en disant tiens, aujourd'hui, ça va être. Je vais faire ça, c'est une trop bonne idée. Et ça peut être en voiture. Tu réfléchis à des trucs et soudainement tu te dis mais je vais faire ça, c'est trop bien. Et du coup tu te couches à minuit parce que du coup tu as envie d'aller au bout de ton idée. Non, le soir je suis sur le bon coin. Et chaque chose en son temps. De toute façon, la création par définition, c'est pas forcément un métier où tu vis bien, mais en tout cas, c'est assez excitant. Oui, c'est ça, t'es porté et inspiré au quotidien et ça te crée une émulation qui te donne envie de te lever le matin, quoi. Exactement. Moi, je vais jamais à l'atelier en traînant des pieds, en fait. Ça, c'est génial. T'as pas l'angoisse du dimanche soir en te disant « Ah non, il faut que je retourne travailler demain ». Non, pas du tout, jamais. Parce que si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Et alors, écoute, une dernière question. Est-ce que tu as l'impression, toi aussi, d'être une cascadeuse, dans le sens, une cascadeuse qui est libre, aventurière, qui prend des risques? Est-ce que tu te retrouves un petit peu dans cette image? Ouais, complètement. À quel niveau? Au niveau financier surtout, parce que mine de rien, il faut rester parfois terre à terre, parce que tu as quand même besoin de remplir ton frigo et de payer ton crédit. Mm-hmm. Donc, tu es une cascadeuse du niveau financier, parce que c'est hyper sympa d'avoir des idées. Après, tu sais jamais si les gens vont te suivre. Tu sais jamais si ça va se vendre. Donc il y a un petit côté tête brûlée, tu te lances et tu vois si ça marche. Voilà, exactement. Donc oui, à fond. Et ce qui est très bizarre, c'est que moi, je suis une grosse angoissée. Donc, c'est bizarre de ne pas avoir choisi un métier plus, on va dire, calme et serein. Mais à la fois, je me nourris sûrement de mes angoisses et de ma sensibilité pour la création, et je ne pourrais pas vivre sans création. Et oui, puis il faut croire que tes angoisses, tu les surmontes, ou en tout cas tu les vis bien, puisque depuis 10 ans, elles t'ont pas empêché de continuer l'aventure entrepreneuriale, quoi. Non, au contraire. Moi, je pense que ça te booste, parce que quand tu es tout au fond, tu peux que rebondir. Et puis, c'est le petit moteur aussi. Enfin, bon, si l'angoisse n'est pas trop envahissante, c'est un petit moteur tous les jours pour se pousser, quoi. Pas pour travailler, c'est ce qui te booste, quoi. Donc oui, cascadeuse à fond. Bon, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup Stéphanie d'avoir accepté l'invitation. Et bonne continuation. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Le podcast des cascadeuses est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire pour le soutenir.